voir le prix de la réparation. Tu sais quoi? Moi, je ne dure jamais dans mauvais rêve. Comment ça? Je vais à un rendez-vous très urgent. À mon retour, je t'explique. Ce monsieur que vous voyez est un assuré MAP. Avec l'assurance MAP, Maxi Autoprotection, la Générale des Assurances prend en charge les frais de réparation ou de remboursement des pièces défectueuses avec la main d'œuvre. Et seulement en 24 heures. À 24 heures. Et oui, et ce n'est pas tout. Tu as la possibilité d'ajouter l'option 0 franchise. Tu ne payes rien en cas d'accident ou de panne. Et aussi, pour faciliter tes déplacements, la Générale des Assurances met en ta disposition un véhicule pendant que je répare. Appelez-nous au 77 20 20 91 ou rendez-vous dans une de nos agences. À la GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La télémédecine permet aux patients de consulter un médecin via une application. En vidéo, un médecin en quelques minutes. La vidéo permet alors au médecin d'examiner un fond de gorge, un gonflement, un bouton ou tout autre symptôme permettant d'établir un diagnostic. Le patient aura également la possibilité de discuter avec son médecin, de lui demander un avis médical et d'obtenir si nécessaire une ordonnance. La téléconsultation médicale se déroule de la même façon qu'une consultation classique dans un cabinet. Cette nouvelle pratique donne lieu à de nombreux avantages et en particulier l'amélioration de la qualité des soins. La télémédecine impose les mêmes exigences et la même rigueur en termes de qualité de soins et de conseils et devient une manière de soigner à part entière. Les personnes qui nécessitent une prise en charge régulière pour des maladies chroniques peuvent consulter leur médecin avec plus de facilité. Il s'agit de faire de la télésanté un remède à l'isolement en plus de l'efficacité et du pragmatisme pour assurer une prise en charge sanitaire efficace, quelle que soit la situation, d'où le thème de cette émission, l'apport de la télémédecine dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau, professeur Fla Koita. Professeur Koita est pédiatre et également chef de service de la pédiatrie du CHU Yalgado Ouedraogo. Docteur Angèle Wangré. Docteur Wangré est dermatologue en service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Et puis, Monsieur Unteni Cyril Woba. Monsieur Woba est ingénieur de conception en informatique. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Professeur Koita, pouvez-vous expliquer ce qu'est la médecine, la télémédecine et en quoi elle diffère de la médecine traditionnelle? Merci madame. La télémédecine, c'est la pratique de la médecine à distance par l'intermédiaire des technologies de l'information et de la communication. Et cette médecine va comporter plusieurs volets. La téléconsultation. Dans la téléconsultation, le médecin et le patient ne sont pas sur le même site. Et le médecin, à travers justement les technologies de l'information, a accès naturellement indirectement à son patient et peut poser des diagnostics dans une proportion et donner naturellement le diagnostic, mais également la prise en charge et le suivi. Nous avons également la téléexpertise. Dans cette téléexpertise, c'est habituellement entre collègues, le médecin spécialiste et référent est capable de donner l'expertise nécessaire pour préciser un diagnostic ou une prise en charge pour un patient. Il y a également la téléassistance à travers des gestes pratiques. Également, le médecin expert peut assister son collègue qui est loin de lui pour pratiquer un certain nombre de gestes. Il y a également la régulation, j'allais dire, des urgences médicales qui est habituellement faite par les services d'aide médicale d'urgence qu'on appelle globalement le SAMU. Et le SAMU peut réguler dans un pays justement à travers l'information qu'il reçoit où ce patient doit aller, qui est plus apte à pouvoir le prendre et le plus rapidement. Donc voici autant de volets que la télémédecine développe qui peut permettre naturellement d'améliorer la prise en charge des patients et la collaboration entre les différents praticiens de différents niveaux, surtout dans des situations
où les patients sont isolés dans des zones d'accès difficiles et où il y a peu de spécialistes. Docteur Ouangré, quels sont les principaux avantages de la télémédecine pour les patients et les professionnels de santé? Okay, merci bien Madame Dao. Comme le professeur Kweta vient de le dire tout de suite, la télémédecine est d'actualité actuellement. Et c'est une opportunité pour faciliter l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière aux soins. L'accessibilité géographique dans la mesure où le malade n'aura plus à se déplacer. Et quand nous prenons l'exemple de la dermatologie, où on a au total, pour l'année 2025, nous avons 45 dermatologues pour une population d'environ 23 millions d'habitants. Donc quand on fait le ratio entre la disponibilité d'un dermatologue par rapport à la population, on va voir qu'il faut un dermatologue pour environ 510 000 habitants. Donc déjà, il y a cette possibilité d'accéder facilement à un spécialiste. Et aussi, un intérêt et un gain, c'est aussi le gain en temps. Parce que cela va éviter que le malade se déplace, que le malade fasse de longues distances pour pouvoir avoir accès aux soins spécialisés. Et donc, cela constitue, en tout cas, va diminuer les risques liés au déplacement et cela va constituer aussi diminuer les risques liés aux dépenses qui ne sont pas directement liées à la santé. C'est notamment les dépenses liées au transport. Et un autre gain un autre avantage par rapport à la consultation, à la télémédecine, c'est la possibilité pour un spécialiste de prendre un avis, pour un généraliste plutôt, de prendre un avis avec un spécialiste pour éviter le déplacement du patient. Et donc, on va assister à un diagnostic rapide, une prise en charge rapide, et cela va limiter les retards d'accès aux soins. Un autre volet aussi, c'est la surveillance, parce que dans la prise en charge des malades, il y a certains patients qui souffrent de maladies chroniques, et cela nécessite un suivi. Et donc, dans le cadre de la continuité et du suivi des soins, on pourra faire un plan de suivi, et après la première consultation dans le cabinet avec le médecin, le malade pourra, par la téléexpertise, par la télésurveillance médicale, envoyer un certain nombre de données médicales et les résultats des analyses biologiques à son médecin, et cela vraiment va être bénéfique pour le patient. Monsieur Ouba, en quoi consiste une téléconsultation? Merci Madame Dao. Okay. Une téléconsultation va consister juste à mettre en relation un patient avec son médecin traitant à travers soit la prise de rendez-vous déjà qui peut s'effectuer, et ensuite on va les retrouver avec des outils numériques. Ça va être du matériel, ça va être du logiciel, pour faire en sorte que le médecin puisse avoir en visuel son patient afin de poser un diagnostic sur son cas, à travers les questions qu'il va lui poser et à travers ce qu'il peut constater directement de visu. Il peut, à partir de ce moment, donner un certain nombre d'informations au patient. Ça peut être également une consultation audio, c'est possible. Sans la vidéo, si les conditions ne permettent pas forcément la vidéo, ça peut être une consultation audio également, mais qui passe forcément à travers des outils numériques bien calibrés pour cela. Professeur Kweta, la téléconsultation peut-elle remplacer totalement les consultations physiques? Pourquoi ou pourquoi pas? Je dirais, à l'étape actuelle de l'évolution, je dirais non. Et en réalité, la téléconsultation n'a pas vocation à remplacer la médecine en direct, avec un contact direct. Voilà. Pourquoi? En fait, les deux pratiques doivent en réalité se combler et naturellement permettre aux patients
partout il est, d'avoir accès soit à la consultation physique ou à la téléconsultation. Donc, vous voyez, c'est des pratiques qui doivent être complémentaires. Donc, elles ne sont pas là pour naturellement se combattre, mais en réalité, c'est pour se compléter et pour que le patient ait accès et améliore sa santé partout où il se trouve. Docteur Ouangré, quelle est la situation actuelle de la télémédecine au Burkina Faso? Est-elle largement pratiquée? Quelle est la situation actuelle? On peut dire que actuellement, la téléconsultation est en expérimentation. Et c'est vraiment une opportunité pour accompagner la consultation physique. Voilà. Et on peut dire, en 2020, il y a eu un travail qui a été réalisé dans le service de dermatologie qui a fait l'état des lieux, la télédermatologie, état des lieux et perspectives. Et dans le cadre de ce travail, il est ressorti que la majorité des dermatologues pratiquaient la télémédecine, la téléconsultation, même si ce n'est pas dans un cadre formalisé. Et il est ressorti aussi que par semaine, un dermatologue pouvait donner 5 avis par rapport aux maladies liées à la peau. Et ce qui est ressorti aussi, c'est que les médecins utilisaient soit les ordinateurs, soit leur smartphone. Et donc, on utilise comme les réseaux sociaux. Les patients vont envoyer les images. Et aussi, il est ressorti que c'est une pratique qui n'est pas rémunérée. Voilà. Donc, c'est le premier aspect. Il y a aussi qu'en 2021, il y a eu la phase pilote de la télémédecine et ça concernait la dermatologie et la pédiatrie. On peut dire aussi que dans le cadre de la formation, il y a l'Université virtuelle du Burkina qui offre une formation en e-santé et en téléconsultation. Et en dehors de ça, on peut dire qu'il existe aussi des plateformes qui ont été mises en place. Peut-être que M. Ouba reviendra là-dessus. Ce sont des plateformes locales qui ont été créées au Burkina Faso pour, dans le cadre, en tout cas, de la mise de la téléconsultation. En dehors de ça, on peut dire que malgré le cadre, peut-être l'absence de cadre formel ou bien de données, pour rapporter par rapport à la pratique des médecins, on peut dire que la majorité des médecins pratiquent de la téléconsultation. Ne serait-ce que ce que le professeur Koueta a parlé de la téléexpertise, c'est-à-dire prendre un avis, un médecin généraliste ou un médecin spécialiste qui va prendre un avis auprès de son collègue spécialiste pour la prise en charge d'un malade. Et il y a aussi la télésurveillance médicale. Pour les maladies chroniques, les patients suivis pour maladies chroniques, on leur donne aussi cette possibilité de pouvoir joindre leur médecin pour ne pas venir tous les jours dans la formation sanitaire. Professeur Koueta, quels sont les défis spécifiques à l'introduction de la télémédecine dans notre pays? Plusieurs défis. Le premier défi, c'est l'amélioration de l'offre de soins globalement. Pour améliorer l'offre de soins en télémédecine, télésanté, il faut forcément l'équipement, l'organisation des services de santé et également placer certainement des bornes également de consultation. Mais le plus grand défi qui va sur cette organisation au niveau du système de santé, c'est le problème de la connectivité. Il faut un réseau Internet fluide et à moindre coût. Troisième défi, c'est la formation du personnel, l'amélioration des compétences. Et naturellement, certains sont formés. Vous voyez que nous sommes pour le moment dans la pratique informelle. Et cette pratique informelle expose naturellement non seulement nous médecins, mais également les médecins qui vont nous consulter et également les gestionnaires des bases de données également. L'autre défi va être le problème justement
de cette confidentialité des données qui donne des problèmes éthiques et des problèmes juridiques qu'il faudra donc encadrer, et il faudra justement un système puissant de contrôle de ces données pour que tout de suite les données personnelles des sujets qui nous font confiance pour nous consulter ne soient pas partout sur les réseaux sociaux. Donc voici autant de défis qui naturellement ne sont pas insurmontables, qu'on devrait pouvoir naturellement adresser pour pouvoir justement mettre en place une télémédecine fiable pour laquelle les patients ont confiance. Et j'allais dire, le dernier défi sera toujours la sensibilisation de la population pour qu'ils prennent confiance à cette médecine avec des mots qui les rassurent pour la sécurité qu'ils ont en se consultant à distance. Voici un peu les différents défis. Monsieur Woba, le docteur Wangré vient de parler des initiatives pilotes en télémédecine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, les initiatives pilotes, effectivement, il y en a eu. C'est vrai que nous, on avait personnellement commencé à travailler sur le sujet depuis un peu longtemps. Et ensuite, en 2020-2021, justement, on a eu à faire la phase pilote dont elle parlait, qui a combiné ministère de la Transition digitale et ministère de la Santé. Ça avait concerné la dermato et la pédiatrie. Et à l'époque, l'idée, c'était de prendre en charge des patients quasiment extrêmes. Et c'est le lieu d'ailleurs de remercier ces deux personnes qui sont là, parce que leurs équipes ont vraiment tout fait pour sauver, à travers la téléconsultation, les deux enfants qui devaient être pris en charge. Et ça s'est fait vraiment grâce à la téléconsultation. Ils ont été sauvés grâce à cela, parce qu'ils étaient dans une situation extrêmement difficile. Alors, à la suite de cela, nous avons continué le travail et aujourd'hui, on a mis quand même en place, parallèlement, il y a bien d'autres plateformes aussi qui existent certainement, mais nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle RECO Africa, recoafrica.com, où les patients ont la possibilité de venir rechercher un spécialiste et demander un rendez-vous. Ils peuvent aller directement dans le centre de santé ou se faire consulter également en téléconsultation. Il y a les deux possibilités. Donc l'idée, c'est de faire désengorger les centres de santé, parce que si vous remarquez aujourd'hui, il y a des centres de santé où on a une situation assez difficile pour les patients. Il faut payer à la caisse avant de se faire consulter et ainsi de suite. Donc on trouve de longs fils devant les portes des médecins et tout ça, ce qui rend encore difficile la prise en charge. Donc, par exemple, pour cette plateforme, elle permet de venir, de trouver un médecin, un spécialiste, de prendre un rendez-vous et de se rendre à l'heure et le jour prévu, ou alors de se faire téléconsulter. Et également de la télé-expertise, la collaboration entre plusieurs médecins. Un médecin peut demander à un autre médecin la possibilité de collaborer sur un cas. Donc, ils vont tous entrer dans la plateforme et ils vont collaborer sur le cas. À côté de cela, ils peuvent échanger des documents. Le patient peut déposer des documents à l'intérieur de la plateforme à l'intention de son médecin et vice-versa. Donc tout se passe de façon, en tout cas, sécurisée pour qu'on puisse avoir des données qui sont fiables et qui sont exploitables par les deux parties. Une pratique innovante dans le secteur privé de la santé au Burkina Faso, la télémédecine opérationnelle à travers la plateforme Africa. Elle permet la prise de rendez-vous médicaux et les consultations en ligne. Cet outil est également un espace d'échange direct entre médecins. RECO Africa a été développé par la structure de conception informatique RIGO avec la collaboration des acteurs de la santé. Elle vise entre autres à conquérir l'ensemble du secteur de la santé publique. Démonstration d'usage dans ce dossier signé Jean-Eudes Bayala et Sonia Kokti. Wilfried Wali, sur sa tablette, est en train de prendre un rendez-vous médical. Il ne se déplacera ni pour obtenir ce rendez-vous, ni pour sa consultation. Cela est possible au cabinet de soins Wenlatipa, qui est intégré sur la plateforme de télémédecine RECO Africa. Sur cette plateforme, le docteur sollicité par le patient Wilfried retrouve toutes les informations nécessaires avant la téléconsultation. Je viens de recevoir par SMS une demande de rendez-vous d'un patient. Et donc, je vais aller sur la plateforme RECO à laquelle j'appartiens
pour lire mes rendez-vous et avoir des éléments plus précis de la demande du patient. Je clique sur mes rendez-vous. J'ai l'option valider ou reprogrammer ou laisser en attente. Ils souhaitent avoir le rendez-vous aujourd'hui même, 1er avril 2025, à midi. J'ai choisi de valider. Dès lors que j'ai choisi de valider, une autre icône apparaît en bas qui me permet de charger le dossier du patient. Ça veut dire les constantes, ce qu'on voit habituellement. Il faut prendre température, pouls, tension, poids, taille. Tous ces éléments-là seront là-bas. Le patient va recevoir un SMS sur son téléphone pour confirmer son rendez-vous avec Dr Ouedraogo Koudaogo à midi. 1er avril donc, midi, le docteur et le patient se connectent sur la plateforme Hereko Africa pour la téléconsultation. Et vous dites que c'est plutôt vers 13h que vous avez ces migraines ou plus tard dans la nuit. Est-ce que vous prenez un quelconque calmant? D'accord. Appuyez sur l'aile droite de votre nez. Ok. Un peu vers, non pas vers l'œil. Non, vers l'œil. Voilà. La consultation s'est très bien passée. Elle a été fluide. Nous n'avons pas rencontré de problème. Et cela me permet de ne pas me déplacer pour des consultations que je peux faire à la maison. Est-ce que vous vous sentez rassuré? Oui, je me sens très rassuré face à cette consultation, car c'est comme si on passait un appel, donc je ne vois pas en quoi se trouve le souci de passer une consultation par visio ou en présentiel. C'est depuis 2023 que les centres de santé privés au Burkina disposent de la plateforme Hereko Africa pour pratiquer la télémédecine. La plateforme est mise en place par Rigo, une structure de conception en informatique. Hereko Africa propose également une fonctionnalité de télécollaboration. Les professionnels de la santé peuvent ainsi mutuellement s'appuyer dans le cas de certains patients. Le docteur Badini, ici en pleine consultation, joint le docteur Ouedraogo pour avis concernant son patient. Oui. Et puis, s'il y a lieu, il faut poser des questions sur sa durée, si elle est conservée. Sinon, faire une durée de 24 heures aussi. Il n'y a pas d'autre signe. Ok. Donc, vous pouvez nous donner des indications pour la durée de 24 heures et prescrire l'examen de créatininémie. D'accord. Plus vite on les aura, mieux cela faudra. Trois ans de mise en œuvre de la plateforme Hereko Africa dans les centres de santé privés. Cette solution vient clairement mettre fin aux longues files d'attente de patients pour consultation dans les centres de santé, mais l'adaptation aux outils technologiques de communication reste une nécessité pour vulgariser davantage la télémédecine. Comme toute nouvelle chose, il faut du temps pour que les gens découvrent, jaugent du bénéfice de ce qu'ils gagnent en utilisant la plateforme. Mais ce n'est pas quelque chose qui est déjà très répandu et que chacun utilise. On aurait aimé, pourquoi pas, que la connectivité soit encore plus disponible. La plateforme, ce n'est pas difficile, c'est hereko.com et puis tu peux t'inscrire, tu te fais un numéro. À partir de là, tu cherches maintenant un médecin qui est déjà sur la plateforme parce qu'il ne suffit pas qu'il soit médecin. S'il n'est pas sur la plateforme, votre SMS n'ira nulle part. En ce moment, la plateforme de télémédecine Hereko Africa est utilisée uniquement dans le secteur privé. Sa mise en œuvre dans les centres de santé publics est encore en attente. La structure de conception Rigo a déjà proposé cette solution innovante à l'État avec des phases d'essai réussies en 2021. Monsieur Oba, quel bénéfice la télémédecine pourrait-elle apporter aux zones rurales du Burkina Faso où l'accès aux soins est parfois limité? Il y a quand même plusieurs bénéfices. Je crois que Dr Angré et Professeur Koueta en ont cité déjà. Mais il faut dire que d'une manière générale, si vous observez un peu la situation sécuritaire qui fait qu'il y a des zones qui sont totalement coupées aujourd'hui des grands centres de santé où on retrouve la plupart des spécialistes,
il est clair que les évacuations deviennent extrêmement difficiles. Il y a des zones où il n'y a même pas de voie. Si je vous prends le cas de la région de l'extrême Est, il n'y a même pas de possibilité d'atteindre le CHR de Fada par quelque moyen que ce soit, hormis le moyen aérien. Donc, entre-temps, vous avez des personnes qui perdent la vie juste parce que il n'y a pas eu un spécialiste qui a pu regarder la situation et donner des conseils au médecin ou à l'infirmier qui est à côté du malade. Donc, l'un des bénéfices principaux pour ces zones-là, c'est la possibilité déjà de se faire, en tout cas, voir par un spécialiste qui est à distance et qui peut donner un avis qui va permettre de le sauver, exactement comme nous l'avons fait en 2021, où les médecins ont donné des avis qui ont permis aux autres médecins à côté des patients de les sauver rapidement. Alors, autre chose, c'est les différents coûts que ça entraîne. Lorsque vous avez une évacuation, même si tout permet d'évacuer, il y a des situations où peut-être le fait qu'un spécialiste puisse regarder et dire voilà ce qu'il vous faut faire, ça suffit largement pour sauver la personne. Or, on va évacuer pour des situations par moment qui ne nécessitent pas, et les accompagnants vont venir se retrouver à Ouagadougou, il faut se loger, ce sont des coûts, se déplacer, ce sont des coûts, sans compter les coûts même pour les soins du patient. Donc il y a de multiples avantages pour ces zones-là, et je crois qu'aujourd'hui, le Burkina Faso gagnerait vraiment à le mettre en œuvre. Professeur Koita, est-ce que pour cela est-il possible de faciliter la prise en charge de nos forces combattantes ou alors des populations qui sont sur les terrains des opérations? L'apport de cette téléconsultation, la télémédecine, oui, effectivement, la télémédecine pourrait être une opportunité pour améliorer la prise en charge globalement des populations et particulièrement de nos forces combattantes et des VDP qui sont dans des zones d'accès difficiles et qui ne peuvent pas se rendre facilement au niveau des centres de santé. Et cette télémédecine, comme je l'ai dit, ça peut être la télé-expertise si on a des personnels paramédicaux ou d'autres personnels moins qualifiés. À travers justement cette télémédecine, on pourrait donner des avis plus spécialisés qui permettent de prendre ces personnes-là qui sont sur site. Ça pourrait être également, en attendant une situation particulière d'évacuation, donner un avis qui permet de stabiliser les patients et pouvoir les sauver des vies. Donc c'est une opportunité, si on arrive naturellement à bien développer cette télémédecine, de régler les situations d'urgence qui peuvent être très difficiles pour les collègues, les collaborateurs qui sont sur place avec des patients qui les dépassent sur le plan de leurs compétences au moment où ils sont devant eux. Et justement, cette collaboration entre praticiens pourrait justement améliorer la prise en charge de nos patients de façon générale. Monsieur Ouame, comment la télémédecine pourrait-elle réduire les coûts de soins pour les familles? Alors pour les familles, c'est surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est la facilité de ne pas bouger le malade, de le garder dans son environnement ou en tout cas auprès d'un autre personnel de santé afin qu'il y ait cette possibilité de donner un avis médical rapidement à travers les outils numériques. Là, on a quand même le coût du déplacement qui est réduit. Voilà. Et ensuite, on a le temps qu'on économise. Si on admet que le temps, c'est également de l'argent, je crois qu'il y a la possibilité pour ces populations-là d'économiser en temps grâce à la télémédecine. Voilà donc l'un des principaux avantages que économiquement ça peut apporter. Docteur Ouangré, quels sont les risques ou limitations potentielles associées à la télémédecine? Oui, c'est vrai que la télémédecine vraiment offre une opportunité d'accès aux soins spécialisés et comme il a dit, une opportunité aussi de réduction des coûts indirects liés aux soins de santé. Néanmoins, elle comporte des risques. Voilà, elle comporte des risques et il y a nécessité de prendre toutes les mesures pour pouvoir minimiser ces risques de la télémédecine. Le premier risque, ce sont les risques qui sont liés à la qualité et à la sécurisation des soins. Je m'explique.
Parce que dans le cadre de la consultation, il y a une certaine relation qui est établie entre le patient et son médecin. Et si les conditions ne sont pas réunies, si on n'a pas une bonne relation entre le médecin et le patient, on peut poser des erreurs de diagnostic. Voilà. Il faut que le patient se sente en confiance et que le malade, et il faut dire que dans le cadre de la consultation, en dehors du fait que le malade échange avec son médecin, il y a une étape dans la consultation où il peut y avoir nécessité d'examiner le patient pour avoir un diagnostic plus précis. Alors que dans la télécommunication, c'est vrai qu'on ne peut pas toucher, c'est vrai, on doit voir le malade pour une bonne pratique. Et si le son est correct, on peut comprendre le malade, mais si on a des difficultés, ça va être difficile. Donc, cela peut entraîner une erreur de diagnostic avec une erreur un retard de prise en charge. Et toujours dans ce cadre aussi, il faut dire que c'est pas dans tous les domaines qu'on doit faire de la téléconsultation. La téléconsultation est là pour compléter la consultation physique en quelque sorte. Donc, vraiment, il y a les risques à ce niveau. Il y a aussi ce qu'on appelle les risques liés à la technologie et liés à la confidentialité. Docteur Koueta a fait cas de ça tout de suite. Parce que si vous êtes en télécommunication et qu'il y a une coupure d'électricité ou il y a une coupure de la technologie, de la connectivité, on ne peut pas assurer. Voilà, ça, on ne peut pas, voilà. Et aussi, si on utilise les réseaux sociaux, il y a risque que les données du malade ne se retrouvent sur la place publique, et ça, c'est pas bon. On a aussi ce qu'on appelle les risques liés à l'accès, à l'accès à toute la population. C'est-à-dire tout le monde n'a pas de connexion, ou bien tout le monde n'a pas de smartphone ou bien un ordinateur pour consulter directement avec un médecin. Et le troisième groupe de risques, ce sont les risques juridiques et les risques éthiques. Parce que dans le cadre de la téléconsultation et de la télémédecine, le malade a le droit de savoir, de comprendre qu'est-ce que c'est que la télémédecine, est-ce les risques de la télémédecine, même si il y a plus d'avantages que de risques, mais on a l'obligation d'expliquer au malade pour un consentement éclairé pour qu'il puisse assister à cette téléconsultation. Le deuxième risque sur le plan éthique, c'est la responsabilité du médecin. Donc, en matière de téléconsultation, la responsabilité du médecin est aussi engagée que dans la pratique courante. Voilà. Et aussi, enfin, c'est le cadre juridique. Il faut un cadre juridique pour que cette télémédecine-là puisse régler dans les normes. Et donc, comme on disait tout de suite, les limites, c'est vraiment les technologies et rendre suffisamment de matériel technique dans les formations sanitaires périphériques pour qu'on puisse mettre en œuvre la téléconsultation. Monsieur Oba, voyez-vous des possibilités d'intégrer la télémédecine à d'autres secteurs comme l'éducation ou le développement économique? Oui, absolument. Pour tout dire, c'est que au niveau de l'éducation, on peut également intégrer la télémédecine. Parce que si on a la possibilité de permettre à des médecins, par exemple spécialistes en psychologie, d'accompagner des enfants à domicile avec leurs parents dans le cadre de leurs études, je crois que ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ça peut être intégré à ce niveau. Donc il y a plusieurs autres domaines de la médecine. Je ne suis pas un spécialiste de la médecine, mais je sais qu'il y a plusieurs domaines où cela serait possible. Et surtout, particulièrement pour la psychologie, je crois que ça, c'est des choses qui peuvent se faire assez aisément. Au niveau économique, si vous prenez un cas tout simple, un enseignant qui se trouve à 100 ou 500 km d'un centre de santé et qui a juste peut-être un petit problème de dermato, où il faut qu'il laisse les élèves pour aller se retrouver dans ce centre de santé pour se faire consulter, je crois qu'il y a un pan de l'économie quand même qui prend un coup. Et pourtant, si on a la possibilité de permettre que ce dernier-là puisse être téléconsulté,
il ne bouge pas de là où il est, il reste, il donne les cours à ses enfants normalement et on le prend quand même en charge et puis on lui dit un peu ce qu'il doit faire. Donc les intégrations sont à ces différents niveaux et c'est très intéressant. Nous allons découvrir à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviana Tendrebego. Merci Maïmouna Dao. Très peu de questions aujourd'hui. Monsieur Abdul Salam Ouedraogo nous suit à Ouagadougou. Il a 2 questions. Est-ce qu'on est obligé de faire recours à la télémédecine et surtout, est-ce que nos médecins, nos praticiens sont formés à cela? Monsieur Mahamadi Zungrana, lui aussi est à Ouagadougou. Il aimerait savoir si la qualité des soins en télémédecine n'est pas inférieure à celle des consultations physiques. Il pose la question parce qu'il précise qu'il est de la génération des 50-55 ans qui a grandi avec des médecins, des infirmiers qui te touchent, qui t'auscultent, qui te font tirer la langue et puis qui te prescrivent quelque chose à la fin. Est-ce qu'avec cette télémédecine-là, les patients peuvent recevoir un diagnostic aussi précis et fiable qu'en temps réel? Monsieur Jean de la Croix-Saman, lui, aimerait avoir plus d'informations sur la télémédecine. Qu'est-ce que c'est? Qui va l'utiliser? Ou est-ce que c'est déjà en cours de mise en œuvre au Burkina Faso? Et un autre téléspectateur s'inquiète sur la protection des données de santé des patients. Quelles sont les mesures, les garde-fous qui entourent cette pratique-là pour protéger les données personnelles des malades? Et une autre personne demande comment la télémédecine peut répondre efficacement à des urgences médicales. Est-ce que les professionnels de santé sont bien formés pour intervenir à distance, surtout dans des situations critiques? Monsieur Moussa Lankwande à FADA se demande quelle partition les téléphonies mobiles peuvent jouer dans le développement de la télémédecine au Burkina Faso. Il dit qu'à FADA, c'est un acquis, mais il n'est pas sûr, selon ses mots, que les gens de Ouayouguia disposent des ressources nécessaires pour cela, surtout en matière de connexion. Je précise que ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de monsieur Moussa Lankwande à FADA, que ceux de Ouayouguia m'excusent. C'est tout pour les questions des téléspectateurs de ce jour. Merci. Donc, retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. Monsieur Abdul Salam Ouedraogo, il a 2 questions. Est-on obligé de faire recours à la télémédecine et surtout, est-ce que nos médecins sont formés pour cela? Professeur Kouita, est-ce que nos médecins sont formés pour pratiquer la télémédecine? Peut-être pour édifier un peu les téléspectateurs, nous allons revenir un peu sur l'expérience de 2021. Lorsqu'on a fait la phase pilote en 2021, en dermato et en pédiatrie, je vais insister en tant que pédiatre sur le cas de pédiatrie. Le patient était à Dori et nous, en tant qu'experts, nous étions à Ouagadougou. Et naturellement, le collègue qui était à Dori nous a présenté le cas
peut revenir un peu là-dessus. C'était une morsure de serpent classée stade 4 avec des saignements, avec ce qu'on appelle en tout cas des hémorragies partout, avec un œdème et également une infection. Donc un sepsis, c'est un état de choc. Donc vous voyez, c'est un cas qui était très grave. Lorsqu'il nous l'a présenté, naturellement, nous avons analysé sur place à Baga et nous avons fait un retour aux collègues qui étaient à Dori, qui a pris naturellement les informations que nous avons données et qui les a traduites en actes. Et ce qui a permis, dès le lendemain, qu'il nous rappelle pour dire que le malade va nettement mieux. Et ce malade a pu être sauvé. Donc voici un des domaines, ce qu'on appelle la télé-expertise. Et ça existe dans bien des domaines. Donc le collègue qui est donc dans une situation interpelle un autre collègue qui a plus d'expérience que lui dans ce domaine pour poser le cas du malade. Et en retour, l'expert lui donne naturellement la réponse et les propositions de solutions. Donc, comme on l'avait dit au début, la télémédecine et la médecine qu'on pratique habituellement ne sont pas en compétition. C'est généralement des pratiques qui doivent être complémentaires. La télémédecine va être pratiquée dans les zones d'accès difficiles, dans des situations particulières où la vie d'un tiers, d'une personne experte, d'un spécialiste est nécessaire pour rapidement prendre en charge un patient. Donc voici, ce n'est pas une compétition, c'est de la complémentarité pour compléter ce que la médecine... À un certain moment, on sera obligé de faire recours à la télémédecine pour pouvoir compléter. Monsieur Mamadi Zungrana, il est à Ouaga, il aimerait savoir si la qualité des soins en télémédecine n'est pas inférieure à celle des consultations physiques. Il dit qu'il est de la génération qui a grandi avec les médecins, les infirmiers. Il y avait cette proximité, ces échanges. Est-ce que les patients peuvent-ils recevoir un diagnostic aussi précis et fiable à distance? C'est vrai que vous avez parlé un peu des limites, Dr Wangari. Vous pouvez revenir là-dessus, s'il vous plaît? Oui, monsieur Zungrana a tout à fait raison et de s'inquiéter. Mais professeur Koueta vient de le rappeler tout de suite, la télémédecine est une médecine complémentaire à la médecine qu'on a l'habitude de faire. Et nous avons différents types en fait de pratiques de télémédecine. Et lors de la consultation avec le praticien, même pendant les consultations pratique, ce qu'on a l'habitude de faire, quand il y a nécessité de référer le malade à un autre spécialiste, cela se fait. Donc c'est pour dire que la téléconsultation va s'inscrire dans le cadre de l'organisation des soins et dans le parcours de soins du patient. Donc on a un premier niveau de contact où le malade, normalement, il consulte le patient. Et au vu de telle ou telle situation, parce qu'on n'a pas de spécialiste disponible, on va essayer de résoudre ce problème. Sinon, il y a certes des risques, voilà, parce que lors de la téléconsultation, on ne peut pas toucher, on ne peut pas sentir, si je peux m'exprimer ainsi, donc on ne peut pas faire les différentes étapes de l'examen. Mais cela n'empêche pas que le médecin puisse dire au patient, c'est mieux que vous voyez un autre collègue, un spécialiste. Voilà. D'accord. Ok, professeur Koueta, allez-y. En fait, au fur et à mesure que pour compléter ce que la collègue vient de dire, que la technologie avance, on crée en fait des bornes qui permettent de remplacer certaines choses que le médecin fait physiquement. Par exemple, on intègre par un stéthoscope qui va naturellement ausculter le patient pour le médecin. On intègre un thermomètre, on intègre un tensiomètre, on intègre en tout cas la plupart des différents appareils que le médecin va utiliser. Mais naturellement, ça ne va pas remplacer le contact physique que le médecin a avec son patient. Naturellement, ça peut améliorer, mais ça ne peut pas remplacer le contact physique. Déjà un patient qui vous fait confiance, quand il vous voit,
des fois, il est guéri dans un pourcentage de cas. Donc, voici un peu. Jean Delacroix-Sama aimerait avoir plus d'informations sur la télémédecine. Qu'est-ce que cela signifie, Monsieur Oba? Je pense que je vais juste répéter un tout petit peu ce que comme la répétition pédagogique. Le professeur Kweta disait. Bon, la télémédecine va consister à mettre du numérique et du matériel pour aider aux soins de santé. Donc, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle la téléconsultation, qui va permettre de prendre à distance, de façon visuelle, un patient, de diagnostiquer son mal et de donner peut-être des orientations, de donner un avis. Vous avez également la téléexpertise, comme on l'a dit, qui va permettre à deux spécialistes de collaborer sur un cas et de se donner des idées afin de sauver le patient. Vous avez également la télésurveillance qui va consister justement à permettre à un spécialiste de suivre un patient à distance. Il y a des salles où peut-être on n'a pas besoin de tout le temps être présent, mais à distance on peut suivre des patients, les malades chroniques et tout ça. À distance on peut les suivre et ainsi de suite. Dans les cas d'urgence aussi, il faut dire qu'il y a la possibilité d'apporter des soins d'appoint. Professeur Kweta parlait du SAMU qui allait pouvoir justement déjà dire aux personnes qui sont à côté qu'est-ce qu'il faut faire en urgence et ensuite pouvoir les orienter dans le centre de santé le plus proche ou bien qu'ils puissent se déplacer grâce à la géolocalisation qu'on va leur donner pour pouvoir se déplacer rapidement. Aujourd'hui, vous remarquerez, quand il y a un accident, tout le monde décroche son téléphone, on appelle, on indique, il faut venir au rond-point de tel, Non, avec la téléconsultation et la télémédecine, on a la possibilité d'envoyer immédiatement le point GPS pour que les soldats, les sapeurs-pompiers puissent se déplacer rapidement et avec précision à cet endroit. Du reste, il faut préciser une chose, beaucoup de gens utilisent la télémédecine sans s'en rendre compte. Quand vous prenez les montres connectées qui vous disent combien de pas vous faites, quelle est la glycémie que vous avez aujourd'hui, qui vous disent combien votre pouls bat, c'est de la télémédecine. Mais comme je le disais, ce sont des données malheureusement qui ne sont pas capitalisées à notre niveau. Parce que quand vous allez connecter votre montre, on va vous demander votre email, votre numéro de téléphone, tout ça, vous allez les donner. Mais c'est des données que vous ne savez pas où elles sont. Mais comment garantir la sécurité des données de santé en télémédecine? Alors, en télémédecine, pour garantir la sécurité de ces données-là, c'est exactement ce que la CIL conseille. Les données à caractère personnel, c'est des données très sensibles. En même temps, il faut faire très attention à ces données-là pour qu'elles ne se trouvent pas n'importe où. C'est pourquoi il est important qu'à partir de maintenant, notre pays également ait des plateformes qu'il maîtrise. Des plateformes à l'intérieur desquelles nous allons avoir les données de nos patients. Parce que je vous ai pris tout à l'heure le cas des montres connectées. Ces plateformes ne sont pas des plateformes burkinabées, mais nous donnons des informations de santé à des plateformes externes et ces données ne peuvent pas être capitalisées. Tout à l'heure, Dr Wangré a parlé des échanges que les spécialistes ont entre eux, soit par WhatsApp ou par les réseaux sociaux ou bien même avec les patients. Quand ça passe par exemple par WhatsApp ou Facebook ou autre Messenger, naturellement, les serveurs, ce ne sont pas les nôtres. Ces données-là ne pourront jamais être capitalisées. Donc, le risque s'accroît à ce niveau. Et il faut, bien entendu, qu'au niveau de notre État, qu'il y ait un environnement qui permette de récupérer ces données-là en interne pour permettre aux générations futures de savoir quel est l'état de santé de la population, de faire des analyses prédictives à l'ère de l'intelligence artificielle, justement. Comment la télémédecine peut répondre efficacement à des urgences médicales? Les professionnels de santé sont-ils bien formés pour intervenir à distance dans des situations critiques? Cette question a été déjà en partie répondue. Oui, justement. C'est un des rôles justement majeurs des services d'aide médicale d'urgence qu'on appelle le SAMU, c'est la régulation de l'urgence médicale. Donc naturellement, à travers, si tout est mis en place, à travers justement la télémédecine,
il y a un centre naturellement qui reçoit les appels, qui peut, à travers les signes, donner les premières consignes pour dire faites ça en attendant que l'équipe n'arrive. Voici la position dans laquelle il faut mettre le malade et naturellement avec l'indication qui sera donnée effectivement, que ce soit les sapeurs-pompiers ou les SAMU, ils arrivent directement sur les lieux et naturellement règlent le problème qu'ils peuvent régler avant de transférer vers les centres où déjà ils ont déterminé avec le cas du malade, les signes qu'il présente, le centre de santé qui est plus à prendre le patient là rapidement. Donc c'est un véritable avantage seulement de la télémédecine. Ok, la dernière question des téléspectateurs, c'est celle de M. Moussa Lankwande qui demande quelle peut être la partition des téléphonies mobiles dans le développement de la télémédecine au Burkina. Bon. Il a okay. Parce que là, il parle, c'est en matière de connexion aussi, de ressources nécessaires, même s'il a profité faire un coucou à ses parents de Waïguya. Il a raison. Ah bon, hein? Aujourd'hui, il y a quand même d'énormes efforts qui sont faits par les téléphonies mobiles, que ce soit les téléphonies mobiles ou bien même au niveau de l'État, pour rendre la connexion à Internet assez disponible un peu partout. Il y a d'énormes efforts qui sont faits et on sent quand même de l'amélioration au niveau de la qualité. Maintenant, là où ces téléphonies pourront également faire des efforts, c'est surtout en baissant peut-être les coûts pour les box de télémédecine. Ils peuvent réfléchir à des choses, là je lance l'idée comme ça, ils peuvent réfléchir à des box spécialement pour la télémédecine. Dire, bon, si un centre de santé a besoin de ce box-là, voilà à quel coût nous allons placer le gigaoctet de connexion à Internet, en le réduisant pour permettre à ces gens-là, à ce centre de santé, d'exploiter la télémédecine comme il se doit. Ils peuvent également réfléchir à cela. Ça fera une bonne œuvre sociale à mon avis et ça permettra justement de faciliter les prises en charge. Sinon que côté connexion, beaucoup d'efforts sont faits pour qu'il y ait une très bonne qualité de connexion à Internet dans beaucoup de zones. Et aujourd'hui, le principal problème aussi, c'est le coût. Et c'est pourquoi je dis, une idée serait que les téléphonies mobiles puissent réfléchir à comment est-ce qu'ils réduisent les coûts uniquement, c'est-à-dire faire des forfaits uniquement pour la télémédecine. Pour la télémédecine. Okay. Mais quelles technologies sont nécessaires pour mettre en œuvre cette télémédecine, Monsieur Oba? Alors, en termes de technologie, c'est comme je l'ai dit, c'est du matériel et ce sont des plateformes. Ça peut être des applications mobiles, ça peut être des applications web, ça peut être également du logiciel embarqué dans un système, dans un équipement. Donc vous avez plusieurs possibilités aujourd'hui en termes de ce qu'il faut pour faire de la télémédecine. Dans tous les cas, on rentre dans un domaine où on est obligé de faire intervenir plusieurs compétences. Des compétences informatiques, nous on est là pour ça, des compétences en santé, des compétences également en laboratoire. Il y a plusieurs compétences qui peuvent venir et puis aider à développer la télémédecine au niveau national. Mais de façon pratique, par exemple, le service de pédiatrie a vécu une expérience en 2021. Donc, est-ce que les deux structures, si en télémédecine, si on doit équiper deux structures de santé afin qu'elles puissent communiquer et renforcer leurs compétences, ça peut valoir combien le coût? Alors nous, on a fait une petite étude qui nous situe maximum à un grand maximum à 4 millions. C'est-à-dire que pour de la téléconsultation, pour un box complet maximum, de quoi vous avez besoin? Un écran au moins. Ensuite, une caméra, une webcam de haute définition. Et après, à côté, il vous faut du supplément d'énergie. Parce que justement, il faut éviter à tout prix qu'il y ait coupure. Dieu merci, nous avons assez de soleil. Donc,
l'énergie solaire peut être également mise à profit pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure lorsque les gens sont en train de travailler. Et ensuite, un bon projecteur pour quand même pouvoir voir le patient correctement. Et c'est vraiment tout. Donc, au maximum, ce sont des box qui peuvent être mis en place très rapidement. Très rapidement. Est-ce que les professionnels de santé au Burkina Faso sont-ils préparés ou formés à utiliser ces technologies? Alors, on va pas dire qu'ils ne sont pas formés parce que tout le monde sait utiliser un ordinateur, un smartphone, aller sur une plateforme et tout ça. Ça, ils savent le faire. À mon avis, c'est qu'il reste, c'est tout ce qu'on a développé. Voilà, c'est déjà pratiqué. Mais ce que je veux savoir, c'est que peut-être qu'il y a des formations spécifiques aussi qui seraient nécessaires pour assurer le succès. En général, c'est de leur apprendre à utiliser le logiciel qui est exploité. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils sachent exploiter. Aujourd'hui, si on dit au niveau national, on utilise une plateforme, il faut former les gens à l'utilisation de cette plateforme-là pour qu'ils sachent comment se connecter, comment déclencher une téléconsultation, comment aller consulter le dossier du patient dans ses différents compartiments, comment aller demander une téléconsultation, une télé-expertise avec un autre spécialiste. C'est vraiment cela qu'il faut apprendre à l'ensemble du personnel de la santé. D'accord. Docteur Ouangré, comment sensibiliser le grand public à l'utilisation de la télémédecine? La sensibilisation peut consister à organiser des campagnes de sensibilisation qui vont porter sur les règles. Voilà, les règles de la télémédecine. Il faut que la population sache que la télémédecine est complémentaire à la médecine actuelle. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, on peut donner des informations sur les bénéfices de la téléconsultation, notamment le gain en temps, la limitation des déplacements. Et comme on dit, quand le malade ne se déplace pas, ça diminue les risques liés quand même au déplacement. Il y a le gain sur le plan économique et comme lui, il l'a rappelé, un malade qui ne se déplace pas pour aller en consultation, il va prendre ce temps au lieu de fermer. C'est vrai qu'il a donné l'exemple des enseignants, mais il y a aussi l'exemple du cultivateur qui doit arrêter de travailler, de celui qui a un commerce qui n'a pas quelqu'un de confiance pour confier et qui va fermer son commerce et qui va aller à la recherche des soins. Donc, sur les risques aussi, le patient doit être informé et on doit sensibiliser aussi sur... on doit élaborer, si c'est possible, des brochures et puis faire des vidéos pour que la population, et si possible dans la langue nationale, dans nos langues nationales, pour que le patient puisse comprendre. Donc, je pense qu'en faisant des sensibilisations, cela va contribuer à ce que la population rende disponible aussi l'offre de soins. Voilà. Professeur Koita, quelles sont les perceptions des Burkinabés vis-à-vis de la télémédecine? Est-ce qu'il y a des barrières culturelles ou sociales? A priori, il n'y a pas de barrière culturelle ni sociale. Ce qui peut se poser comme problème, c'est véritablement la peur de l'inconnu. Et cette peur de l'inconnu va dans la méconnaissance de la télémédecine, mais également dans l'éventuelle crainte de l'utilisation des données que ça peut générer. Donc c'est véritablement ça. Et ce sont ces barrières-là qu'il faut s'atteler naturellement à rompre si on veut que naturellement la population adhère à la télémédecine, naturellement à travers la sensibilisation, faire comprendre à la population l'intérêt justement de cette télémédecine-là dans certaines situations et tous les avantages que ça peut avoir et également les rassurer sur également naturellement l'utilisation des données. Il va falloir naturellement s'entourer en tout cas des mécanismes robustes de conservation et de gestion des données et également des dispositions légales et éthiques bien écrites qui engagent non seulement les médecins, la population, mais également les gestionnaires des données, les informaticiens, tout ça. Monsieur Boba, selon vous, quelle stratégie, parce que professeur et docteur ont parlé de sensibilisation, de beaucoup d'autres choses,
au-delà de la sensibilisation, selon vous, quelle stratégie pourrait-on mettre en place pour encourager les populations à utiliser la télémédecine? Bon, je crois que la téléconsultation. Voilà. Je crois que ce qu'il faut, il faut dire, c'est qu'au niveau de notre État, par exemple, du gouvernement, c'est à mon avis, c'est de réussir à mettre en place un cadre qui va permettre qu'on conserve nos données de médecine, de santé sur place. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si nous parlons aujourd'hui de souveraineté, il y a également la notion de souveraineté numérique qui ne doit pas être oubliée. Parce que nous, à notre niveau, on dit la guerre de demain ou bien la guerre même qui est en train de se mener aujourd'hui également, c'est sur les données de santé. Certainement que beaucoup de gens s'asseyent souvent et puis ils reçoivent un mail qui leur propose des médicaments. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils ne savent pas pourquoi. Mais en réalité, c'est parce que ce sont des données. Ils ont fourni un certain nombre de données à l'extérieur qui permettent de leur proposer ce genre de choses. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que la stratégie consistera pour nous à mettre les gens en confiance, non seulement avec un cadre juridique bien en place, et aussi de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est justement tout ce qui peut être des serveurs, cloud et tout ça, pour que les gens sachent que leurs données ne sont pas ailleurs, leurs données dorment avec eux dans le pays, et qu'il y a un bon contrôle là-dessus. Et après, c'est de prendre aussi au niveau des informaticiens, ça va être le privé ou le public, tout associé, de mettre en place des plateformes très sécurisées et de veiller vraiment au grain. De veiller au grain, c'est vraiment quelque chose d'assez délicat. Parce que je ne souhaiterais pas, par exemple, que mon groupe sanguin ou bien mon état de santé d'il y a 2 mois se retrouve sur les réseaux sociaux comme ça. Ce ne serait pas intéressant. Donc, c'est à nous-mêmes déjà de se mettre à la place des patients et de travailler à ce que les données-là soient fortement sécurisées pour qu'elles ne se perdent pas. Okay. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Docteur Ouangré, quelles seraient vos principales recommandations pour le développement de la télémédecine au Burkina Faso? Il faut rappeler que la télémédecine constitue actuellement une opportunité. C'est une opportunité. La demande existe et il faut qu'on puisse mettre en place un cadre juridique pour canaliser cette nouvelle offre. Et par rapport à la téléconsultation toujours, c'est nécessaire qu'on puisse mettre en place du matériel dans les formations sanitaires périphériques et les formations sanitaires qui doivent intervenir dans la téléconsultation pour que cela puisse être effectif. Il faut rappeler que c'est une offre complémentaire. Les deux médecines étant complémentaires, la télémédecine doit s'inscrire dans l'offre de soins l'offre de soins au niveau du pays. Et cela doit respecter le parcours du patient. Et en intégrant cette offre dans le système de santé en général, je pense qu'on pourra prendre en charge, on pourra mieux utiliser cette nouvelle offre-là pour le bien-être des malades, pour l'accessibilité aux spécialistes et pour réduire les risques liés aux défis sécuritaires actuellement. Merci. Professeur Koita, quelles sont les principales recommandations que vous avez pour le développement de la télémédecine au Burkina Faso? Certainement en complément de ce que la jeune consoeur a dit, c'est véritablement la création, j'allais dire, c'est le plus important à mon avis, la création du cadre juridique qui permet de rassurer tout le monde la gestion des données. Le reste, c'est le matériel, là, c'est faisable naturellement en identifiant déjà les zones où la nécessité de compléter les soins classiques que nous menons soit fait. Ça, c'est facile également à travers justement l'offre de soins qu'on va identifier. Et déjà, avec ça, si le cadre juridique existe et qu'on arrive à mettre matériel
et à créer la connectivité et la connexion entre les différentes structures centrales et les structures périphériques. Dans les zones où l'accessibilité est difficile, je pense qu'on peut partir déjà pour pouvoir régler les problèmes qui s'offrent à ceux qui sont sur le terrain, nos collègues praticiens, et également à la population. C'est également le problème du suivi des pathologies souvent chroniques. Vous voyez, ça c'est un des éléments importants. Ça pourrait permettre de diminuer les longues files d'attente naturellement. Si le patient est déjà connu, il est déjà suivi, juste pour pouvoir regarder sa santé à un moment donné. Ce sera donc un apport important de la télémédecine pour pouvoir régler ces différents éléments. Donc il y a véritablement quelque chose à faire pour pouvoir en tout cas contribuer à améliorer la santé de nos populations. Pour terminer, M. Woba, comment le gouvernement, les partenaires internationaux et le secteur privé peuvent collaborer pour soutenir cette initiative de télémédecine? Alors, pour moi, il faut déjà commencer par dire que il est clair qu'il y a des risques. La télémédecine comporte des risques et ça, c'est indéniable. Mais en même temps, comme on le dit, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut, à un moment donné, y aller. On a peut-être tous peur, mais il faut qu'à un moment donné, on y aille. Pourquoi ? Parce que les données de santé, aujourd'hui, c'est quelque chose, ça vaut vraiment de l'or. Pour un État, ça vaut de l'or. Et si nous voulons garantir une santé de qualité pour les générations futures, il va nous falloir commencer dès maintenant à capitaliser nos données de santé, à les avoir avec nous, à continuer à mettre en place des algorithmes qui vont analyser ces données de santé-là pour faire des prédictions sur des zones, pour faire des prédictions sur les années à venir et tout cela. Donc, il est important qu'il y ait une forte collaboration entre l'État et également le privé et éventuellement des institutions internationales pour continuer la réflexion, pour faire ce qu'on appelle de la recherche-développement. Parce que c'est un domaine que des techniciens comme nous, on maîtrise tout ce qui est technique, mais la pratique de la santé, ça, on ne la connaît pas. Donc, il nous faut réussir à créer ce cadre-là, à l'intérieur duquel nous allons discuter, nous allons travailler permanemment ensemble pour dire oui, cette fois-ci, nous avons atteint tel niveau, il faut que nous passions à tel autre niveau. Qu'on puisse dire, on a réussi à capitaliser tel type de données, nous les avons analysées, voilà ce que ça peut nous donner, et ainsi de suite. Je crois que ça, c'est un cadre que notre État gagnerait à mettre en place et vraiment à y aller maintenant. Parce que le monde entier, ça ne va pas attendre. Ça ne va pas attendre, il faut qu'on y aille maintenant. Voilà. Ok, allez-y. Au développement de la télémédecine, je voudrais ajouter, si c'était possible, qu'on puisse intégrer la télémédecine dans la formation initiale et dans la formation continue. Et si possible, si on peut avoir aussi des formations spécialisées comme ce que offre l'université virtuelle du Burkina par rapport à la formation, cela va contribuer en tout cas à accompagner et à améliorer l'offre de santé. Merci. Des recommandations donc qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Prenez bien soin de vous. Souscrivez à la map de la GA et les pièces défectueuses de votre véhicule seront réparées ou remplacées en cas de panne, main d'œuvre y compris. Vous ne rêvez pas, vos pannes sont désormais réparées à la GA. Ce n'est pas fini, vous avez la possibilité de choisir l'option 0 franchise et tous vos frais de réparation seront intégralement pris en charge sans aucune contribution de votre part. Vous n'êtes pas encore au bout des surprises, votre véhicule est récupérable après l'accident. La garantie perte totale de la GA vous assure le versement d'une indemnité en cas de perte totale du véhicule assuré. Et tout ceci en 24 heures de temps. Pour connaître les conditions de souscription et d'indemnisation, appelez-nous au 77 20 20 91 ou rendez-vous dans une de nos agences. À la GA, on vous croit, on vous suit.